Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le Forum Zéro Carbone. Nous allons aborder un nouveau thème et initier une nouvelle table ronde autour du thème des Jeux olympiques et paralympiques comme accélérateur de la transition écologique des villes. Bien sûr, la crise sanitaire actuelle a bouleversé le calendrier international et particulièrement le calendrier sportif. Voilà, mais elle a surtout mis en lumière la centralité de la question climatique dans l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, qui est le plus grand événement de la planète. Voilà, les Jeux représentent un défi de taille pour les villes, mais aussi une formidable opportunité à saisir pour accélérer leur transition écologique. Voilà, cette table ronde initiera un échange croisé entre plusieurs villes olympiques qui ont entrepris de transformer en profondeur leur territoire grâce aux Jeux afin d'accélérer les politiques publiques vers des changements nécessaires et indispensables à l'adaptation des villes aux évolutions climatiques. Voilà, je suis Pierre Rabadan, l'adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Je suis ravi d'être avec vous pour aborder ces sujets. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, organiser le plus grand événement mondial signifie, pour les villes qui les accueillent, de relever un défi hors norme à l'heure du changement climatique. On constate surtout depuis Londres en 2012 un changement opéré dans l'approche de l'événement par les villes hôtes, une prise de conscience environnementale sous l'impulsion notamment de l'agenda 2020, et nous en reparlerons, et de l'accord de Paris sur le climat. Alors comment les territoires se saisissent de l'effet mobilisateur des Jeux pour transformer en profondeur et durablement leur territoire? C'est ce dont nous allons parler maintenant. Et j'ai l'honneur d'accueillir à côté plusieurs invités. Ici et d'abord en plateau, le maire de Lausanne, Grégoire Junot. Monsieur Grégoire Junot, merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous. Voilà, pour rappel, Lausanne est la capitale olympique et également a été la ville hôte des Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse en 2020. Et vous êtes également le président de l'Union mondiale des villes olympiques. Je vous remercie d'être là. Nous aurons ensuite l'intervention de M. Tony Estanguet, qui est le président du comité olympique et paralympique de Paris 2024. Également de la maire de Dakar, Mme Soham Al-Wardini, qui est Dakar, qui est ville hôte des Jeux olympiques de la jeunesse d'été 2026. Voilà, et nous aurons, bonjour madame la maire, nous aurons également une vidéo de la gouverneure de Tokyo, qui accueille les prochains Jeux olympiques à l'été 2021, puisqu'ils ont dû être décalés, comme vous le savez. Voilà, c'est une composition très francophone, à l'image du calendrier olympique et paralympique actuel. Tous ces événements vont avoir une visibilité exceptionnelle pour la francophonie, et nos initiatives doivent être à la hauteur, notamment de ces enjeux climatiques. Voilà, avant de vous donner la parole, monsieur le maire, ici, je vous propose d'écouter le témoignage de la gouverneure de Tokyo, madame Yuriko Koike. Tokyo était prêt à accueillir à l'été 2020 les Jeux olympiques et paralympiques, mais la crise sanitaire a nécessité un report à 2021 et elle souhaitait nous adresser le message suivant. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Yuriko Koike, je suis gouverneur de Tokyo. Nous sommes en train de finaliser les préparations pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 en collaboration étroite avec les différentes parties prenantes. Comme vous le savez peut-être, les Jeux d'Anvers de 2020, qui se sont tenus juste après la fin de la Première Guerre mondiale et de la pandémie de grippe espagnole, se sont révélés être un symbole de solidarité post-crise et de relance. Dans la même idée, les Jeux de Tokyo seront un événement tout à fait significatif parce que ce sera l'occasion à l'humanité de montrer que c'est en travaillant ensemble, en étant solidaires, que l'on pourra surmonter le coronavirus, notre ennemi commun. J'ai l'intention de montrer au monde que l'on peut avoir un nouveau modèle de Jeux olympiques et paralympiques en prenant en compte les différents aspects de la relance durable. Par exemple, pour ce qui est des actions écologiques à Tokyo, nous avons mis en place le projet Médaille.
Il s'agissait de recueillir les différents métaux nécessaires à la fabrication des médailles d'or, d'argent et de bronze à partir d'objets électroniques usagés, notamment des téléphones portables. Et grâce à la contribution de toutes sortes de personnes, y compris des gens de Paris, nous avons réussi à atteindre notre objectif. Les Jeux montreront également qu'il est possible d'utiliser différents modes de transport énergétique dans la ville et ailleurs également. L'hydrogène sera utilisé dans le village olympique et paralympique. Nous aurons également des véhicules utilisant des piles à combustible afin de pouvoir transporter toutes les personnes qui participent aux Jeux. Les Jeux de Tokyo seront une réussite du point de vue de l'environnement et de la période post-Covid et nous passerons ensuite le relais à Paris. L'an dernier, nous avons présidé le sommet des maires qui s'est tenu à Tokyo. À l'instar d'autres grandes villes du monde, nous avons élaboré un communiqué qui vise à accélérer la décarbonisation d'ici à 2050. Ce communiqué a été proposé au G20. Le gouvernement japonais a également mis en place les mêmes objectifs au mois d'octobre. Et je pense que c'est de cette façon que les villes peuvent jouer un rôle majeur pour relever les défis d'ampleur mondiale. L'autre jour, le gouvernement métropolitain de Tokyo a annoncé que la vente de véhicules à essence serait interdite à Tokyo d'ici à 2030. Il y a la déclaration également sur l'urgence climatique. Il est temps d'agir. Il s'agit d'insister sur l'urgence d'agir face à la crise climatique. Mettre en place un mouvement mondial pour lutter contre le réchauffement climatique. Et nous travaillons également avec des réseaux internationaux tels que le C40. J'espère que vous vous joindrez à moi et vous vous unirez à cet effort. Pour conclure, j'aimerais vous souhaiter pleine réussite lors de ce forum zéro carbone. Merci beaucoup à la gouverneure de Tokyo pour ce précieux témoignage, évidemment, qui démontre de la résilience dont a dû faire preuve Tokyo pour s'adapter à ce décalage d'un an des Jeux olympiques et paralympiques qui devraient être accueillis, du coup, cet été, lors des Jeux olympiques donc, de Tokyo 2020 qui auront lieu en 2021. Monsieur Grégoire Arjuneau, vous êtes donc le maire de Lausanne. Encore merci d'être parmi nous, mais également le président de l'Union mondiale des villes olympiques. Vous avez accueilli les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver en janvier 2020. Voilà, je voulais vous demander un témoignage sur les démarches de durabilité que vous avez mises en place dans votre ville pour répondre à des enjeux climatiques qui sont particulièrement impactants pour les Jeux d'hiver notamment. Merci de votre invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Peut-être d'abord dire qu'évidemment, il y a une petite contradiction de départ. Quand on parle de grands événements, on parle évidemment d'émetteurs de CO2. Et en même temps, les Jeux olympiques, par essence, comme tous les grands événements sportifs, sont aussi des révélateurs qui permettent de mettre ces questions à l'agenda et peuvent aussi être des accélérateurs. Et on en a effectivement fait l'expérience avec les Jeux de la jeunesse, qui se sont inscrits aussi dans un fil rouge qui va aboutir aussi aux Jeux de Paris en 2024, qui seront vraiment les premiers Jeux totalement neutres en carbone, et de ce point de vue-là, conformes aussi à l'agenda 2020 du CIO. Mais à Lausanne, effectivement, on a réussi avec ces Jeux de la jeunesse à faire des Jeux qui ont émis 19 kg de CO2 par habitant, c'est 10 fois par spectateur, excusez-moi, c'est 10 fois moins que ce qu'on a connu aux Jeux de Londres, par exemple. Et ça a été possible, je dirais, principalement avec deux éléments. D'une part, le fait d'utiliser des infrastructures existantes. Ça a été le cas pour l'ensemble des compétitions. On est allé jusqu'à utiliser de la glace naturelle pour les compétitions de patinage de vitesse à Saint-Moritz. Ça a économisé, rien que ça, 15% des émissions qui ont pu être économisées en ne construisant pas une nouvelle patinoire pour ce faire. Des Jeux qui ont été aussi internationaux, puisqu'une partie des compétitions sont déroulées en France, parce que là aussi, il y avait des sites de compétition déjà équipés. Donc ça a été, je dirais, le point de départ. C'est de penser vraiment
les infrastructures comme étant des infrastructures soit préexistantes, soit utiles pour la suite. Puis le deuxième élément, ça a été les transports publics, qui ont été le moyen de déplacement pour 75% des déplacements. Et ça a été là aussi un vrai défi, à la fois pour le public, mais aussi pour les athlètes. Et c'est, je dirais, ces deux éléments-là qui ont été extrêmement importants. Et peut-être dernier point, qui est essentiel, et de ce point de vue-là, Lausanne a été une expérience qui, je pense, sera utile aussi pour les vrais jeux. Les jeux sont aussi un transformateur pour la ville. Ils sont l'occasion de piétoniser la ville, ils sont l'occasion de mettre la ville en fête, sur le plan sportif, sur le plan culturel, et aussi d'initier des changements. De ce point de vue-là, on peut vraiment, je crois, aujourd'hui, avec les grands événements sportifs, et on a ce devoir-là aussi d'en faire, parce qu'on va évidemment continuer à en organiser, mais d'en faire des événements qui soient des accélérateurs aussi du changement climatique. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Effectivement, c'est aussi l'ambition que l'on porte pour les Jeux de Paris 2024. Nous en reparlerons après, mais j'en profite pour du coup passer la parole, s'il est avec nous, peut-être au président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais alors avant, pardon, qu'il soit là, parce que je vois que l'on s'adapte à la connexion, aux connexions que l'on a, pardon Tony, mais je vais attendre quelques minutes et passer la parole à Monsieur Jacques Attali, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, puisqu'il doit intervenir sur la notion de résilience. On en parlait il y a quelques minutes, et notamment c'est ce que Tokyo, dans le cadre des Jeux, a dû mettre en place pour s'adapter au décalage qu'ont les Jeux. Donc, Monsieur Attali, bonjour. Je vous remercie beaucoup d'être parmi nous, et je vous laisse la parole pour intervenir sur notamment le concept de résilience. Je vous remercie. J'écouterai avec plaisir Tony parler après moi, parce que c'est beaucoup d'admiration pour ce qu'il est, ce qu'il fait et la vision qu'il a pour ces Jeux, comme j'ai beaucoup d'admiration pour ce que font la plupart de ceux qui sont autour de ce table ronde. Et je félicite Anne d'avoir monté cet événement et de nous rappeler, malgré les difficultés du jour, l'importance accrue de penser le long terme. La résilience, c'est ça, c'est être en situation d'être prêt et de réagir aux événements en ayant réfléchi à l'avance à tous les risques. Naturellement, on ne peut pas prévoir tous les risques, on ne peut pas être prêt à tout. On ne peut pas être prêt même mentalement, psychologiquement à tout. Mais malgré tout, il est possible à la fois de se préparer personnellement et de se préparer collectivement en faisant la liste de tous les risques et en essayant de les éviter. On aurait pu faire cela depuis 20 ans sur la pandémie, c'est trop tard pour grogner sur le passé, on peut le faire sur l'avenir, et c'est peut-être un des rares points positifs de cette pandémie que de nous rappeler que la résilience est nécessaire pour l'avenir, pour se préparer aux pandémies futures, car il y en aura, pour se préparer au choc climatique, car il y en aura, en sachant qu'il faut distinguer dans les événements à venir ceux qui ont des conséquences irréversibles et ceux qui ont des conséquences réversibles. La pandémie a, peut-on le penser, des conséquences réversibles. Le changement climatique, lui, a des conséquences irréversibles. Et donc, il est plus important encore de se préparer au changement climatique que de se préparer aux prochaines pandémies, même si la pandémie aura en elle-même aussi des conséquences irréversibles, parce qu'elle aura gâché comme chance, comme travail, comme vie, puisqu'elle sera irréversible pour tous ceux qui en seront morts, et qui sont malheureusement chaque jour davantage dans le monde, de plus en plus nombreux. Donc il nous faut nous préparer à cela, et pour cela il faut savoir préparer, mettre véritablement aux premières lignes tout ce que nous appelons l'économie de la vie, c'est-à-dire non seulement les secteurs de l'économie du climat, mais aussi tous les secteurs de l'hygiène, du sport, donc, qui fait partie au cœur de l'économie de la vie, de l'éducation, de tous ceux qui sont les secteurs qui ont été oubliés un peu trop au profit des secteurs plus profitables que sont en apparence l'industrie automobile, l'aviation, la chimie, le pétrole, tous secteurs qui ont été mis en avant comme s'ils étaient des triomphes, alors qu'en fait, ils sont dans beaucoup de cas des poisons qui détruisent et la planète et la jeunesse qui n'y trouve pas son compte. Donc, mettre en avant aujourd'hui les secteurs de l'économie de la vie, faire en sorte que la jeunesse soit associée davantage à préparer son avenir, faire en sorte qu'on entende davantage la voix de ceux qui parleront au nom des générations futures. Je rêve que dans toutes les villes du monde, je rêve que
dans l'organisation des Jeux Olympiques. Je rêve que dans toutes les institutions, dans tous les pays, il existe une instance qui réfléchit au nom des générations futures, au nom de ceux qui ne sont pas encore nés, et qui disent, en fonction de l'intérêt de ceux qui ne sont pas encore nés, ce que vous faites est bien ou ce que vous faites n'est pas bien. Je rêve que chacun d'entre nous, dans chaque acte de notre vie quotidienne, dans chaque acte de notre vie publique, dans chaque acte comme travailleur, consommateur, investisseur, épargnant, citoyen, nous nous posions sans cesse la question, est-ce que ce que je fais est utile aux générations futures? Je sais que Tony y pense pour les Jeux, je sais qu'il faudra y penser encore davantage pour les Jeux de 2055, 60, parce qu'ils devront être évidemment complètement différents de cela. Je rêve aussi d'ailleurs, je le dis d'une façon pas seulement ironique, d'une médaille d'or, d'argent et de bronze qui serait donnée aux pays qui seraient les plus positifs. C'est donc une idée, un classement de positivité au moment des Jeux, et qu'on ne classe pas seulement des sportifs, mais qu'on ait un classement des pays selon leur positivité. Ça inspirera sans doute Tony Estanguet, Monsieur Attali. Je vous remercie beaucoup et je lui passe du coup tout de suite la parole, cher Tony. Effectivement, avec les Jeux de Paris 2024 et toi, en tant que président du comité d'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, tu veux, dans la continuité des agendas et de l'agenda 2020 du CIO, créer des Jeux d'une nouvelle norme, d'une nouvelle ère. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est toute l'ambition que tu portes avec ça. Merci beaucoup Pierre, j'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais tout de suite remercier Jacques Attali pour son message positif auquel j'adhère complètement. C'est vrai que c'est tellement inspirant de l'entendre parler. Comme tu le disais Pierre, je crois que depuis le début de ce projet, et je voudrais aussi saluer monsieur le maire de Lausanne avec qui on a pas mal échangé, notamment l'année dernière. C'est vrai que depuis le début de Paris 2024, dès la phase de candidature, on s'était engagé à essayer de proposer un nouveau modèle de jeu aligné sur les accords de Paris, de faire en sorte que ce projet puisse être un accélérateur, un moteur, on va dire, de la transition écologique. On a bien conscience que c'est une responsabilité collective. Et ce qui est important, c'est quand même de souligner que le monde du sport s'est approprié ce défi. On le voit avec les différentes villes qui veulent organiser les prochains Jeux. Et on le voit aussi à travers l'engagement des athlètes. Et pour rebondir sur ce que disait Jacques Attali, je pense que c'est très important aussi de capitaliser sur ces influenceurs qui parlent à la jeunesse pour aussi entraîner dans leur sillon toute cette population. Alors nous, concrètement, à Paris 2024, on estime qu'on a 3 niveaux d'action. Le premier, c'est effectivement de proposer un nouveau modèle de jeu, d'organisation, avec les principaux marqueurs de ces jeux qui doivent incarner un nouveau modèle. Le premier marqueur, c'est effectivement les sites. Alors, monsieur le maire de Lausanne vient de le dire, il est aujourd'hui un peu dépassé de vouloir construire des équipements sportifs juste pour le temps d'une compétition, et il faut absolument que le nouveau modèle d'organisation s'appuie sur des sites existants. À Paris 2024, on sera sur 95% de sites déjà existants ou temporaires, et en fait, les 5% restants seront des constructions parce qu'il y a un besoin pour la population. On aurait pu être aussi sur du 100%, mais c'est bien aussi de temps en temps de laisser en héritage des équipements dont on a la conviction, la certitude qu'ils vont laisser une trace positive et une utilisation pour la population. Et bien évidemment, ces nouvelles constructions doivent être absolument exemplaires d'un point de vue environnemental. Le deuxième marqueur des Jeux, pour nous, ce sont les transports. Utiliser 100% des transports en commun pour desservir les sites de compétition, coupler ce billet en tant que spectateur et un billet de transport pour vraiment diminuer les émissions carbone. Le troisième marqueur, c'est l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour organiser un événement de cette ampleur. On va réunir des millions de spectateurs, 15 000 athlètes, on va accueillir 200 pays, on sera regardé par 4 milliards de personnes. Forcément, ça nécessite beaucoup d'énergie. Eh bien, on a pris cet engagement avec notre partenaire EDF que 100% de l'électricité qui sera utilisée pour les Jeux sera bien évidemment renouvelable. Et c'est important pour nous d'avoir cette énergie verte pour organiser les Jeux. C'est un défi, parce que, encore une fois, ça ne s'est jamais fait, mais on y travaille et on est très serein dans cette capacité à proposer ce nouveau modèle. Et notamment aussi avec l'État, on travaille sur un programme d'investissement d'avenir pour essayer de développer une nouvelle technologie, notamment pour tous les éco-générateurs
qui sont des sources d'électricité de secours proposées en héritage. Voilà, un modèle plus vertueux. Alors pour nous, ça veut dire que si on arrive à changer ces marqueurs, forcément, on a un impact direct sur les émissions carbone. On veut diviser par 2 les émissions carbone par rapport au dernier jeu. C'est un enjeu, bien évidemment, qui est prioritaire. Dans les accords de Paris, on doit normalement réduire de moitié d'ici 2030 les émissions carbone et les compenser d'ici 2050. Nous, on a pris cet engagement avec la maire de Paris, que ce soit le cas d'ici 2024. Pour être vraiment exemplaire. Le deuxième moyen d'action pour nous, ce sont les marchés. Il y a 4 milliards d'euros de marchés qui vont être ouverts grâce à ces Jeux de Paris 2024. Là aussi, on veut changer le modèle et faire en sorte qu'on puisse accompagner nos fournisseurs, que toutes les prestations, tous les achats de Paris 2024 puissent prendre en compte des critères de sélection qui respectent mieux l'environnement. C'est une nouvelle manière d'acheter et je pense que c'est important aussi pour l'héritage. Et puis le dernier critère pour nous, c'est bien évidemment comment inspirer de nouveaux comportements. Jacques Attali le disait dans son propos, comment on capitalise mieux sur l'image des athlètes. Ils sont nombreux à vouloir s'impliquer. On a, nous, développé un réseau de 1300 communes un peu partout dans le pays qui vont faire partie de l'aventure des Jeux. Comment, dans toutes les régions de France, on arrive à avoir de l'impact positif grâce à cette dynamique des Jeux de Paris 2024. C'est une responsabilité collective. Moi, je voudrais vraiment remercier la maire de Paris, l'État français, toutes les collectivités publiques, la région, la Seine-Saint-Denis et le mouvement sportif, parce que c'est ensemble qu'on va réussir à gagner ce défi et d'organiser des Jeux d'une nouvelle ère. Merci beaucoup, Tony, merci. On pourrait en parler longuement, mais malheureusement, on est contraint par le temps. Mais merci de tes précieux éclairages. Je voulais juste compléter effectivement là-dessus sur la ville hôte, qu'est la ville de Paris, hein, qui s'est engagée aussi sur 4 mesures emblématiques dans son programme d'héritage de transformation olympique, sur sortir du plastique jetable d'ici 2024, transformer le périphérique, évidemment se réapproprier la Seine en pouvant s'y baigner et au-delà de ça, travailler sur de l'alimentation locale au cœur de qu'elle soit au cœur de la restauration événementielle, notamment évidemment pendant les Jeux de Paris 2024. Et ma collègue Audrey Poulevard y travaille activement avec le COJO. Merci vraiment, Tony, de ton témoignage. Il est une ville qui, après Paris, recevra aussi un événement olympique et ce sera pour la première fois sur le continent africain. C'est la ville de Dakar je souhaite passer la parole à sa maire et je la remercie vivement, Madame El Wardini, d'être avec nous. Madame la maire, pouvez-vous nous dire comment vous envisagez de profiter de ces Jeux olympiques de la jeunesse, pour accompagner justement les changements et accélérer la transition écologique sur votre territoire? Allô. Oui, on vous entend, Madame la maire. Oui, il y a des coupures, je n'entends pas bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voudrais donc tout d'abord remercier Madame le maire de Paris, la chère Anne, pour cette invitation. J'aurais souhaité être parmi vous aujourd'hui, mais je suis ravie d'être présente avec vous virtuellement. Donc, c'est donc avec plaisir que je prends part à cette table ronde virtuelle dans le cadre du forum Zéro Carbone. 5 ans après la signature de l'accord de Paris, le dérèglement climatique menace encore l'environnement et notre existence. La succession des événements un peu partout dans le monde nous impose d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Partout, le constat est le même, vagues de chaleur, érosion côtière, catastrophes naturelles, etc. Et pour sortir de cette impasse, nous devons apporter des réponses durables à la question du changement climatique. Le sport, donc activité fédératrice, est un parfait levier sur lequel nous pouvons appuyer pour engager nos concitoyens, surtout les jeunes, vers la voie de la transition écologique. En effet, la pandémie mondiale liée à la COVID-19 nous rappelle combien notre équilibre est fragile et notre existence incertaine. Dès lors, il est plus que jamais urgent de repenser notre modèle en remplaçant l'humain au cœur des politiques publiques. C'est pourquoi les JO de la jeunesse Dakar 2026 constituent une belle opportunité d'engager nos concitoyens dans une démarche environnementale, sociale cohérente. Au niveau de la ville de Dakar, nous allons encourager les différents acteurs du sport à développer des événements sportifs écologiques, car il nous faut aller vers l'éco-conception et l'éco-réalisation de projets sportifs. Les JOJ donc sont une excellente tribune pour la ville de Dakar. Ils offrent l'occasion de véhiculer à grande échelle des messages de sensibilisation pour une transition écologique et une ville sobre en carbone.
l'étude du bilan carbone de Dakar ayant été effectuée en 2019. L'engouement que suscite le sport peut servir à la ville de prétexte pour mobiliser les citoyens sur les questions écologiques. Nous le savons tous, les événements sportifs de cette ampleur sont un moment idéal pour provoquer les changements sociaux et environnementaux nécessaires, faire en sorte que l'enjeu sportif ne nous fasse pas oublier l'enjeu écologique. Dans le domaine de la transition écologique, je dois dire que la ville de Dakar a anticipé avec l'élaboration de son plan climat-énergie territorial, qui en est à sa phase de finition. Dakar se dote ainsi d'un document stratégique dont l'élaboration a nécessité la mobilisation d'une masse critique de citoyens autour des défis énergétiques, climatiques, à travers une plateforme d'échange et d'apprentissage. Une mise en œuvre du projet pilote d'efficacité énergétique et la modélisation d'une approche d'intervention pour un changement d'échelle. À cet effet, la ville de Dakar a procédé à l'audit énergétique de certains de ses bâtiments, dont la piscine olympique qui va abriter plusieurs épreuves sportives. Il y a la natation, le basket 3-3, le BMX, entre autres activités. Ah, on ne vous entend plus, Madame la maire. Bon, la connexion semble avoir coupé. Bon, du coup, malheureusement, on ne pourra pas entendre la fin de vos propos, mais je voulais vraiment vous remercier. C'est un format évidemment trop court. On aurait aimé en parler beaucoup plus longtemps, mais on doit laisser notre place. Je tiens vraiment à vous remercier, monsieur le maire de Lausanne, monsieur Junot, d'être venu avec nous, et également à l'ensemble des intervenants, Tony Estanguet, Jacques Attali et la maire de Dakar. Voilà, et comme je vous l'ai dit, il y aurait encore énormément de choses à dire, parce que beaucoup de choses sont faites dans le cadre de ces grands événements et de ces événements olympiques et paralympiques, mais je cède la place tout de suite à ma collègue Karine Roland pour parler d'un enjeu de proximité également, qui est celui de la ville du quart d'heure, et qui colle tout à fait aux propos que l'on a eu de compacité, notamment des sites, et je lui cède la parole. Merci encore de vos interventions.